Bien évidemment, je dois dire que je ne peux jamais commencer un rapport moral sans me rappeler qu'en 1961, Jacqueline Gilardoni, qui était une femme, a eu quand même le courage de s'attaquer au problème de l'abattage dans les abattoirs tel qu'il était pratiqué entre autres dans la Villette. C'est bien sûr une personne qui forcément, même 65 ans après, force toujours le respect pour le travail qu'elle a entrepris, pour l'idée novatrice qu'elle a eue, pour le fait qu'elle affrontait un milieu qui n'était pas du tout facile, un milieu fermé et un milieu viril. Donc j'ai toujours moi une pensée pour Mme Jacqueline Gilardoni vis-à-vis de son travail, de ce qu'elle a lancé. Donc Jacqueline Gilardoni, comme vous le savez, a été présidente fondatrice de l'association pendant 40 ans, s'est battue pendant 40 ans jusqu'au bout. Ensuite, ça a été le docteur vétérinaire Jean-Pierre Kieffer, qui pendant 20 ans a repris le relais pour se battre et pour continuer à faire en sorte que l'OABA vive, alors que certains pouvaient penser que l'OABA n'allait pas malheureusement survivre à Mme Gilardoni. Et donc là, moi, je suis toujours très honoré d'être le 3e président et de continuer à faire en sorte que l'OABA continue à vivre non seulement au cours de discussions, au cours d'échanges, au cours de discussions, mais aussi sur le terrain. Alors, on va passer rapidement au rapport moral. Je vais essayer de ne pas m'étendre, je vais essayer de passer juste sur les points essentiels, parce que c'est toujours difficile de résumer une année en quelques minutes. Bien sûr, première slide, donc l'OABA a pris en charge 2703 animaux retirés par les autorités administratives judiciaires et j'attirerai votre attention sur 2 points. Un premier point, c'est que tous les retraits qui ont été effectués sans aucune blessure, ni pour l'animal, ni pour l'humain, ce qui est toujours pour moi une source de grande satisfaction. C'est toujours ma crainte que malheureusement il y ait des blessés, qu'ils soient animaux ou humains. Le deuxième point, bien sûr, sur lequel je vais attirer votre attention, c'est que, bien sûr, l'année 2025 a saturé complètement nos capacités d'accueil. Et là-dessus, on se trouve dans une difficulté telle qu'il y a des difficultés économiques et des misères sociales qui sont les facteurs déterminants en milieu rural. Personne n'en discute. Mais les difficultés économiques existent aussi, même en milieu urbain, et ce qui fait que, petit à petit, nos capacités sont saturées d'un point de vue financier. Donc ça, c'est ce que je voudrais dire. Donc, il y a quelques années, nous avions posé la question, mais la pédagogie est l'art de la répétition. Je repose la question à Madame la ministre de l'Agriculture. Madame la ministre de l'Agriculture, à quand la création des structures d'accueil temporaires officielles? Nous avions posé la question encore l'année dernière. Pour nous, mener à bien un tel projet, ce serait une parfaite démonstration, enfin, que politique et éthique peuvent se concilier. Deuxième point, l'OABA a continué, et là, je parle sous couvert de 2 vétérinaires présents dans la salle, que je nommerai pas parce que je les nommerai après, mais elles se reconnaîtront. Donc, l'OABA a continué ses missions d'audit en abattoir pour améliorer la bientraitance à l'animal. Et là où j'insiste, c'est dès l'arrivée en abattoir. C'est-à-dire que les grilles utilisées par nos vétérinaires, à partir du moment où il y a des audits en abattoir, ces grilles prennent en compte la maltraitance animale dès lors que l'animal rentre dans les structures de l'abattoir. Et ça permet d'avoir comme ça 300 items et de pouvoir ainsi apporter des solutions, des actions correctives sur la manipulation, la contention des animaux, malheureusement tout au long de la chaîne, mais qu'au moins jusqu'au dernier moment, ces animaux puissent avoir un maximum de chances d'être respectés. Voilà. Et je le dis parce que les abattoirs qui font appel à nous sont quand même des abattoirs qui sont extrêmement sensibles à la condition animale et qui sont réceptifs à tout ce qui est marqué d'un point de vue ensuite conseil et qui essayent d'appliquer, puisque la majorité de ces abattoirs-là demandent ensuite à ce qu'on revienne régulièrement. Une suggestion aussi, parce que vous imaginez comme vous, on a beau voir des images régulièrement pour ne pas nommer L214 ou autres sur les réseaux sociaux, d'images qui font mal d'un point de vue sensibilité, bien sûr. On avait donc régulièrement envoyé des courriers à certains abattoirs qui étaient indexés, montrés du doigt, bien sûr sans aucune réponse pour qu'on puisse effectuer des audits. Donc je m'adresse encore une fois aussi au ministère de l'Agriculture. Pourquoi ce ministère-là ne pourrait-il pas appuyer à ce moment-là les demandes de certaines associations type OABA? Pourquoi ne pourrions-nous pas alors ensuite
entrer en contact et avoir une collaboration avec ces abattoirs-là pour améliorer les choses. Troisième point, donc, l'OABA a signé l'État et ses représentants pour absence de contrôle impliquant une collecte des données obligatoires lors de l'abattage sans étourdissement. Vous savez que ça, c'est un très, très, très gros dossier en 2025 qui nous a occupés, puisque, comme on l'a dit, je le répète rapidement, la majorité des abattoirs peuvent, en 2025, déroger à l'obligation d'étourdissement dès lors qu'ils en font la demande. Effectivement, le cadre réglementaire existe, ils ont le droit. Voilà. Le problème, c'est qu'à ce jour, nous ne disposons toujours pas de chiffres officiels sur le nombre d'animaux abattus sans étourdissement, et c'est ça qui traduit en fait un manque de transparence de l'État et qui, quelque part, choque l'association. Donc, bien sûr, en 2025, nous avons assigné l'État et les 79 préfets concernés dans leur département pour absence de collecte de données obligatoires relatives à cette pratique. À chaque conseil d'administration, vous imaginez bien, on refait le point, on demande où on en est pour les courriers, et malheureusement, ça met toujours un certain temps avant d'évoluer, avant d'avancer, alors que nous, ce que l'on demande tout simplement, c'est juste la reprise systématiquement de la collecte, la publication des résultats, des données et la garantie des contrôles effectifs. Juste, en fait, l'application de la réglementation. Il y a une opacité que l'on aimerait lever et vous pouvez compter sur nous pour que nous continuions à le lever absolument par tous les moyens possibles légaux, cette opacité. Quatrième point, donc, l'OABA, vous le savez, a réactualisé la liste des abattoirs. Puisqu'on n'arrive pas, nous, à avoir des chiffres officiels et puisqu'on n'arrive pas à avoir des données officielles, eh bien, allons-y. En plus, vous savez que nous avons au sein de l'OABA des personnes qui sont extrêmement motivées, compétentes pour écrire au préfet, même s'ils sont à un nombre incalculable, pour envoyer les courriers et faire tout ce qu'il faut. Il y a des fois, pour vous dire, j'arrive à l'OABA et sur la table qui nous sert de table de réunion, il y a des quantités de courriers. La Poste, je pense, peut nous remercier, parce qu'on fait fonctionner la Poste encore en 2025. C'est nous. On devrait peut-être avoir des actions. Donc, on a réactualisé la liste. C'est important de la réactualiser régulièrement. Elle méritait d'être actualisée. Bien sûr, cette liste est réactualisée. Et bien sûr, à ce jour, nous n'avons eu, sauf erreur de ma part, aucun courrier pour dire que ce qui était contenu contenait des erreurs manifestes. Donc la liste, vous pouvez vous la procurer sur le site. Vous pouvez éventuellement l'avoir dans le tote bag qui, normalement, vous a été distribué. Et je sais qu'il existera très, 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 très prochainement un lien qui vous permettra d'y accéder facilement au moment où vous ferez vos courses dans les hypermarchés, dans les rayons de denrées alimentaires d'origine animale. Et vous pourrez savoir si la viande que vous voyez sous étiquetage correspond ou non à un abattoir conventionnel, mixte, etc., etc. J'en dis pas plus, parce qu'il faut vous laisser quand même un peu de suspense. Cinquième point, l'OABA, vous le savez aussi, a dénoncé des prises de position politique contraires à la protection animale. J'aborderai deux points très rapidement. Dès le mois de juillet 2025, il y a eu malheureusement un épisode tragique, la DNCB, la dermatose nodulaire contagieuse bovine, sur lequel l'OABA était la première association de protection animale à exprimer son point de vue, à vouloir favoriser l'arrêt de circulation des animaux, à vouloir favoriser la vaccination, à accepter l'abattage d'animaux qui étaient malheureusement contaminés, qui étaient malheureusement condamnés pour lever les souffrances, mais qui étaient surtout pour mieux vaut prévenir que guérir, c'est-à-dire la vaccination. Deuxième point sur le fait où l'OABA s'est clairement exprimée, c'était la loi Duplon. La loi Duplon, à l'occasion de la consultation publique relative au décret d'application de l'article 3, nous avons alerté sur les risques majeurs que représente le relèvement de seuil d'abaissement et surtout sur les risques que représentait l'agrandissement des élevages intensifs. Pour nous, sans étude d'impact environnemental, ni même prise en compte du bien-être animal, l'élevage intensif ne peut pas être mis en avant, ne peut pas continuer à être développé comme on le voudrait au nom de prétextes économiques. Alors, on trouve de tout sur les chiffres, vous savez, concernant les conditions de vie des animaux en élevage. Il y a quand même deux chiffres que j'ai lus dernièrement qui m'ont semblé étonnants, mais qui sont quand même stupéfiants. C'est que pour mémoire, en France, il y a 8 animaux sur 10 qui ne verront jamais un brin d'herbe, en France. Et que, paraît-il, au moins 50% des animaux seraient concentrés dans un peu plus d'1% des élevages.
La seule chose que vous savez et que l'on sait aussi, pour pertinemment, concernant par exemple l'élevage de porcs, on sait très bien qu'il y a des porcs charcutiers. La seule chose, le seul moment de leur vie où ils voient l'air, c'est au moment où ils montent dans le camion pour aller à l'abattoir. Donc l'élevage intensif, par définition, pour des raisons de bien-être animal, on s'y opposera toujours. Après, il y a un deuxième point qui pose quand même problème concernant l'élevage intensif, c'est bien sûr, c'est un dramatique problème de santé publique. Et ça, on le sait, l'élevage intensif favorisera malheureusement une progression inéluctable de certaines maladies et malheureusement favorisera le fait que petit à petit, nous ne disposerons plus, nous, par exemple, vétérinaires, de moyens pour soigner les animaux. Sixième point, donc, l'OAB a poursuivi son travail auprès des parlementaires français et européens. Juste, je ne donnerai qu'un seul exemple pour aller vite, malheureusement. On a poursuivi notre travail auprès des parlementaires français pour essayer d'accéder à un statut juridique adapté garantissant la protection et le placement d'animaux issus de retrait. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, les animaux issus de retrait sont des animaux d'élevage, donc des animaux d'abattage. On aimerait pouvoir soustraire les animaux issus des retraits de cette législation liée à l'abattage, puisqu'ils ne sont plus destinés à l'abattage. Aussi, on a nos actions de lobbying, parce qu'en fait, en France, c'est très très bien. Quand des fois vous intervenez auprès des hauts fonctionnaires français, on vous explique aussi que la France ne décide pas tout et qu'il faut voir aussi au niveau Commission européenne, Parlement européen. Pas de problème. Nous, on a simplement deux petites touches qui sont présentes dans la salle, qui s'appellent Tanguy et Jérémy, sur lesquelles on appuie, qui sont présents à la Commission européenne et au Parlement européen pour être nos oreilles et pour savoir en fait comment agir en amont, parce qu'il y a des révisions de réglementation en cours qui sont extrêmement importantes, vous le savez, que ce soit l'élevage, que ce soit le transport, et qu'il est plus facile d'agir en amont en aval. Comment agir en amont pour que l'aval soit satisfaisant, plutôt qu'en s'entendre dire « Ah ben oui, mais ça y est, vous savez, c'est déjà bien avancé, alors ça sera trop tard ». Et puis il y a surtout un dernier point sur lequel on est extrêmement vigilant, on est tous dans les starting blocks, c'est bien sûr un jour la révision de la réglementation sur l'abattage, qui date d'il y a plus de 20 ans. Le problème, c'est un sujet extrêmement délicat. Ce n'est pas Tanguy et Jérémy ici présents qui diront le contraire. Mais soyez tranquilles, on est extrêmement vigilants et à tout moment, Jimmy ou Frédéric ou moi-même sommes prêts à prendre le train. On va continuer sur des choses un peu plus plaisantes. Le troupeau du bonheur, bien sûr. Notre association y est absolument attachée, vous le savez. Fin 2025, nous avions 598 pensionnaires. Nous avions en fait 46 partenaires ferme Troupeau du Bonheur. C'est un coût qui est énorme pour nous, mais une satisfaction qui est encore plus énorme. À ce propos, je terminerai sur un dernier petit point, les dépenses. Voilà. Les dépenses de l'OAB1 ont encore été cette année très élevées. Je ne vais pas vous expliquer, parce que Laurent va le faire, que nous avons dépensé plus de 2,5 millions d'euros. Je vais simplement reprendre un tout petit calcul très simple qu'a effectué Jimmy et qu'il m'a envoyé comme ça dans un mail, vous savez comment on peut en recevoir. Si nous avions gardé la totalité des animaux pris en charge en 2025, cela représenterait pour l'OABA, si on voulait les garder à vie, un coût de 44,5 millions d'euros. Donc je vais vous demander, mesdames et messieurs, de ne pas quitter la salle. Jimmy va passer avec le TPE. Voilà. Non, plus sérieusement, tous les donneurs de leçons, soyez donateurs. Je terminerai là-dessus. Maintenant, dernière chose, l'OABA a 65 ans. L'OABA ne prendra pas sa retraite. Soyez rassurés. Vous comptez sur l'OABA. L'OABA compte sur vous. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais être très, très, très impoli parce que je vais rendre hommage à des personnes qui travaillent toute l'année en 30 secondes, compte tenu du fait que l'heure tourne. Premier hommage que je voudrais rendre, c'est bien sûr notre conseil d'administration. Vous pouvez remarquer dès le départ qu'il y a en fait une polyvalence dans les compétences, qu'elles soient vétérinaires, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient ingénieurs agronomes, qu'elles soient... voilà. On a énormément de personnes de différents horizons professionnels qui respectent en fait la bicéphalie que souhaitait la présidente fondatrice, c'est-à-dire d'un côté vétérinaire et de l'autre côté juriste, avocat. Et c'est toujours très intéressant parce que c'est des discussions qui permettent comme ça de déboucher sur des sujets qui, on espère, évoluera.
L'équipe de salariés est bien sûr dirigée de main de maître par Frédéric depuis plus de 20 ans. Frédéric qui est non seulement sur le terrain, mais aussi à l'écoute des salariés et qui est en fait secondé par un autre juriste pénaliste, Jimmy Guedar, ici présent, que vous connaissez tous, qui était encore il y a quelques minutes en haut de l'affiche. Le secrétariat à l'OABA, c'est bien sûr géré par 2 secrétaires, Yvonne et Marine. Marine, c'est le sourire du téléphone, c'est-à-dire quand vous téléphonez, vous tombez sur Marine qui a toujours le sourire, même si au bout, c'est pas facile. Et Yvonne qui s'occupe de la trésorerie, de la comptabilité en permanence, qui est joignable si un jour vous avez besoin dès 7h30 le matin, je vous le dis tout de suite, et qui est toujours présente du lundi au vendredi sans aucun problème et toujours également avec le sourire, des personnes de l'ombre mais qui font beaucoup pour l'OABA. Secondée par Daniel Kieffer, ici présente, que je n'hésite pas à solliciter à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, du lundi au dimanche, parce qu'on n'a pas d'heure, et qui est toujours à me dépanner en disant « oui, il faut faire comme ça, d'accord Manuel, on va faire comme ci, comme ça ». Le service communication, donc site internet, newsletter, réseaux sociaux, publications, etc., et j'en oublie, animé par Audrey, ici présente, bien sûr, en lien avec Eddy, notre webmaster, et Jacques Lemarquis qui gère nos impressions et envois postaux. Jacques qui est encore aujourd'hui parmi nous, et je l'en remercie. Jacques qui nous a apporté les bilans d'activité que vous avez dans vos tote bags. Je vais essayer d'oublier personne. Le pôle audit et conseil en abattoir, c'est bien sûr dirigé par le docteur vétérinaire Estelle Mollaret qui va dans les audits et qui coordonne son activité avec Marilène No, ancienne vétérinaire qui a fait toute sa carrière dans la fonction publique et qui a un seul petit inconvénient, c'est qu'elle habite juste à côté de la mairie du 11e, c'est-à-dire que très facilement, Marilène vient nous voir et comme ça on peut discuter et pareil, échanger sur les sujets à propos des abattoirs parce qu'elle en a une connaissance énorme. Le pôle scientifique sous la responsabilité d'une ingénieure agronome Tiffaine, que vous remarquerez aux commandes aujourd'hui de l'ordinateur comme l'année précédente. Cette année, je ne l'ai pas oublié. Merci Tiffaine, je m'étais promis. Voilà. Qui intervient dans les réunions scientifiques, entre autres avec l'AEBEA, c'est-à-dire l'étiquetage bien-être animal, et dans toutes les commissions scientifiques auxquelles on peut demander à l'OABA de participer et d'avoir du coup un avis consultatif. Il y a enfin le pôle troupeau du bonheur qui est assuré par Pauline Allier, qui est ici aussi présente, qui a donc pour mission principale d'assurer la coordination et le suivi du troupeau des 46 fermes du troupeau du bonheur, parce qu'il est important pour nous de savoir que nos animaux sont parfaitement bien accueillis, sont parfaitement bien entretenus, bien sûr, et éventuellement savoir quelle capacité on pourrait avoir si, par nécessité, on devait augmenter nos capacités d'accueil sur des animaux qu'on garderait, parce que c'est toujours tentant de dire « ah bah oui, on va garder », mais a-t-on déjà la capacité financière et puis la capacité d'accueil. Tout ceci, salariés administratifs, merci beaucoup à eux, mais surtout merci à vous, sympathisants, donateurs, hébergeurs, transporteurs, toutes les personnes dans la pièce ou qui ne le sont pas et qui aident l'OABA, parce que vous imaginez bien que sans toutes les mains ici présentes ou qui n'y sont pas, l'OABA ne serait pas ce qu'elle est. On est indépendant, on gardera bien sûr notre indépendance, on ne vit donc que sur les dons, que sur les legs. Ça nous permet d'avoir la voix que l'on a et d'avoir la vie que l'on a. On continue comme ça nous convient. On fait attention aux trésoreries parce que si on écoute Jimmy, on dépensera des millions d'euros, vous l'avez bien compris. Je vous remercie pour votre écoute. Je vais céder la parole à Frédéric, donc le directeur de l'OABA, pour nous présenter en quelques minutes une synthèse et on va essayer de maintenir le timing malgré le temps que j'ai fait perdre, temps précieux. Merci beaucoup. Merci Manuel. Donc le rapport d'activité en 3 minutes et 19 secondes qui me restent. Vous avez le rapport d'activité de toute façon dans les polycopiés, donc on va pas le lire, ça servira à rien. Donc un rôle consultatif avec les différentes missions de concertation que nous avons effectuées, l'étiquette bien-être animal qui se poursuit, puisqu'après l'étiquette sur les volailles, l'étiquette pour le porc et prochainement l'étiquette poule pondeuse en devenir, formation à l'OABA où on intervient à l'École nationale des services vétérinaires, en lycée agricole, et également dans des facultés de droit lorsqu'il y a des webinaires qui nous sont proposés. La communication, vous êtes maintenant bien au courant, l'infomag, le calendrier, les 2 sites, le site oaba.fr et le site troupeaudubonheur.fr, sur lequel vous pouvez
parrainer les animaux. La couverture médiatique, vous avez là un exemple des différentes retombées presse sur l'OABA au cours de l'année 2025. Manuel l'a dit, 2703 animaux sur l'année 2025. Alors, ce n'est pas le record, mais il y a un autre record. C'est le record d'animaux récupérés en une seule saisie. 786 bovins dans le nord de la France. Je profite pour saluer ici le docteur Frédéric Piron, directeur départemental de la protection des populations du Nord. C'était une opération qui a mobilisé une bonne cinquantaine de personnes, 4 camions qui s'est déroulé sur 4 jours dans le Nord où nous avons eu en 4 jours les 4 saisons. Voilà, puisqu'on a eu le soleil, on a eu la neige, on a eu la grêle, on a eu le vent. Enfin, c'était assez... les 4 saisons, on ne peut pas faire mieux. Il manquait juste un musicien avec son archer et puis son violon pour nous faire un peu de Vivaldi. Donc, une opération qui a été, je dirais, pas si difficile que ça, finalement. Parce que vous imaginez bien qu'on ne retire pas 786 bovins d'un claquement de doigts en se levant le matin en disant « Tiens, on va enlever quasiment 800 bovins ». Ça a été une grosse opération, très, très grosse coordination et pas mal de réunions préparatoires, mais là, vraiment, ça valait le coup. Et le jour J, c'était la rigueur militaire. Le briefing en gendarmerie avec le commandant, tout le monde regarde à vous, dans la bonne humeur, mais tout le monde regarde à vous. Et après, on a déroulé l'opération et ça s'est passé, comme disent les gens, nickel chrome. Voilà. Et une parfaite coordination entre les services de l'OABA, l'ABR, la gendarmerie, le PSIG, le parquet, les agents de la DDPP qui faisaient aussi un gros boulot, les vétérinaires qui étaient mandatés. Et finalement, on aurait pu en dire beaucoup plus parce que l'affaire était audienciée cette semaine, mais l'audience correctionnelle au tribunal d'Avesnes étant surchargée, la présidente, raisonnablement, a dit qu'elle ne pouvait pas juger ce dossier en quelques minutes, donc il est renvoyé au mois de janvier. Voilà. Mais comme quoi, on a quelquefois des gros détenteurs qui ricanent un peu, qui font les malins en se disant de toute façon j'ai 800 bovins chez moi donc je risque rien, j'habite comme dit l'autre. Et ben pouf, pas de bol, il n'y a plus de bovins. Voilà, on a tout retiré. Voilà. Dans un contexte sanitaire en plus très 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 difficile. L'affaire n'est pas jugée, donc je ne peux pas en dire plus, mais bien évidemment on reviendra dessus l'année prochaine. Merci aux gendarmes, puisque voilà, il y avait ce dossier finalement qui était compliqué de par l'ampleur, mais qui s'est plutôt bien déroulé. On a quelquefois des dossiers où il y a beaucoup moins d'animaux qui sont beaucoup plus tendus, avec des éleveurs qui sont assez compliqués à gérer. Et merci aux forces de l'ordre de gérer ces personnes un peu agitées. Nous, on a déjà l'agitation des animaux, donc si en plus on a l'agitation du gars, ça ne va pas le faire. Donc chacun son travail et un grand merci aux forces de gendarmerie. Le troupeau des bonheurs, Manuel l'a dit, voilà, 598 pensionnaires, il y en a un petit peu plus aujourd'hui, mais sur 2025, on était à un petit peu moins de 600, et 46 fermes partenaires que Pauline a visitées. Elle a eu la lourde tâche en 2025 de tout remettre d'équerre, parce que bon, au début, on récupérait des animaux un petit peu comme ça, 10 par là, 5 par là, et puis la charge de travail fait que on s'est dit c'est plus possible d'avoir 600 animaux et de continuer à le faire avec un crayon de papier et un petit bloc-notes. Donc, il va falloir professionnaliser. Et donc, Pauline est arrivée. Pauline est arrivée. Voilà. Et donc, du coup, maintenant, on a effectivement une rigueur, un fichier partagé. On peut tout cliquer en un minimum de temps et savoir à l'instant T combien il y a d'animaux, où ils sont et quelle est la possibilité. Donc, vous voyez, on a quand même... Bon petit panel, majoritairement des bovins, des ovins et des caprins. 4% d'ânes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le chiffre va grimper, Manuel. Voilà. Donc, et réparti sur toute la France. Vous avez les points, effectivement, les points verts des différentes fermes partenaires sur l'ensemble du territoire national. Et puis, le moment sympathique, ce sont les journées portes ouvertes. C'était au mois de septembre, dans 3 fermes, en Isère, dans l'Eure, et en Corrèze, où là aussi, on n'a pas eu les 4, mais les 3 saisons. Voilà. Mais c'était quand même bien sympathique
de pouvoir discuter avec nos hébergeurs, le personnel de l'OABA, nos parrains, nos marraines, et terminer effectivement avec quelques petits gâteaux et un jus de pomme pour la Normandie, voilà. Mais aussi pour la Corrèze. Manifestation, là aussi on est allé sur la loi du plomb, il y a une pétition, hein, ça a fait la une de la presse, hein, plus de 2 millions de signatures, mobilisation des ONG environnementales et de protection animale. Donc à la question, vous ne pourriez pas vous unir tous ensemble? On le fait. Là aussi c'est pénible, quelquefois, parce que à la limite, je dirais c'est plus facile de retirer 800 bovins que de travailler avec 8 associations PA et environnementales en même temps. Voilà. Ce n'est pas mon ami Ghislain Zucolo de Well Farm qui dira le contraire. C'est vrai que c'est quelquefois, on a des mails, voilà. Il s'agace aussi. Je le vois, ce que j'essaie de lire entre les lignes, je commence à le connaître, Ghislain. Donc voilà, j'ai dit, oula, là il est énervé. Je pense qu'il a la réciproque pour moi. Voilà. Les visites en audit, bon voilà, Marilène et Estelle, vous les voyez en meilleure définition dans le rapport d'activité. Voilà. Et puis, eh bien, comme on a sympathiquement, on les appelle les petits gars de Bruxelles, voilà, Tanguy et Jérémy, qui sont au fond de la salle, avec qui, vous voyez, on était au Parlement européen, pas à Strasbourg, mais à Bruxelles, où on a rencontré des équipes de députés. Alors, on n'a pas trop mis sur les réseaux sociaux ce qu'on faisait, qui on a rencontré, parce que il n'y a pas que les donateurs et les sympathisants de l'OABA qui nous lisent, il y a aussi les autres, vous voyez, ils sont partout. Et donc, du coup, on fait attention à ne pas trop en dire. Ça reste un petit peu secret, mais on fait régulièrement des visios. Ils nous font une veille très intéressante tous les 15 jours. Comme le disait Manuel, voilà, on essaye d'être un petit peu en amont parce que quand le règlement européen il arrive en discussion, c'est un peu trop tard. Donc, on est en discussion avec les équipes parlementaires et avec les services de la Commission européenne. Et mon petit doigt me dit dans l'oreillette, que l'année prochaine, il y a de fortes chances qu'on entende Tanguy et Jérémy, puisqu'on a l'ambition de vous informer sur que fait l'Europe pour les animaux. Je pense que ça serait un thème intéressant de conférence pour l'année prochaine. Ce n'est pas toujours évident à comprendre les mécanismes institutionnels européens. Donc, je pense que ça pourrait être un éclairage sympathique que nos deux intervenants de 99 Public Affaires nous entretiennent de ce sujet. Donc les garçons, vous pouvez déjà faire chauffer les baskets. À mon avis, l'année prochaine, c'est à votre tour. Et vous serez aussi brillant que M. Franck Rassoul, j'espère. Et puis le gros dossier, l'abattage sans étourdissement. Donc voilà, Manuel vous l'a dit, on a lancé le contentieux en 2025. Il y en a un deuxième qu'on va lancer en 2026. On a également adressé un courrier à l'ANSES sur les risques sanitaires d'abattage par égorgement, puisqu'on a appris au détour d'un comité de pilotage interministériel sur l'Aïd el-Kébir que, vous savez, ces vagues d'intoxication à l'Escherichia-coli du côté de Saint-Quentin en 2025, eh bien en fait, je peux vous donner le scoop. Madame la juge d'instruction ne sera pas d'accord avec moi, mais tant pis, je balance. Le point de départ de ces intoxications, ce sont des abattages illégaux pendant l'Aïd. Voilà, je n'en dis pas plus, secret d'instruction. D'où notre demande, effectivement, à l'ANSES sur les risques sanitaires que fait courir cette pratique de l'égorgement rituel des animaux. Parce que c'est très bien de défendre la souveraineté alimentaire, c'est très bien de dire qu'il ne faut pas stigmatiser. Moi, je veux bien qu'on stigmatise personne, mais il ne faut pas non plus empoisonner les consommateurs. Voilà pour le rapport d'activité. J'ai dépassé, j'ai fait 9 minutes à la place de 3, pardon. Voilà. C'est l'émotion de tous les sujets évoqués, n'est-ce pas, qui me font avoir un chat dans la gorge. Alors, concernant le bilan d'activité, bien sûr, nous allons procéder maintenant au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vois mal. Qui est pour? Et le conseil d'administration aussi a le droit de voter, je rappelle. S'ils sont à jour de cotisation. Alain? Mais il faut demander au trésorier. Donc, à l'unanimité, le rapport financier, le rapport d'activité est acquis et validé. Merci beaucoup. Et j'espère qu'il en sera de même l'année prochaine. Merci de votre confiance. Je laisse la parole maintenant. Oui, alors, notre vice-président veut dire un mot. Je voudrais vous dire un mot sur nos activités. Vous avez bien vu que nos activités sur le terrain sont majeures. Frédéric en est
témoin et l'acteur le plus éminent de toute l'équipe. Et merci, Monsieur le procureur général, d'avoir évoqué tous ces débats relatifs à la prévention et la répression de la maltraitance animale. C'est donc une activité majeure de l'OABA. Mais l'OABA est aussi une association, vous voyez bien, qui cherche à faire en sorte que le droit évolue et que l'état de droit soit respecté, au moins. Que le droit évolue, nous l'avons fait en faisant en sorte de tenter de convaincre le Conseil d'État de ce que la dérogation sur l'étourdissement disparaisse du code rural. Pour l'instant, nous n'y sommes pas arrivés, mais moi, j'espère qu'on y arrivera un jour, parce que cette norme européenne de l'étourdissement, qui laisse en même temps aux États membres le soin de s'en affranchir éventuellement, pour respecter la liberté des cultes, parce que c'est comme ça que le Conseil d'État l'a apprécié, le non-étourdissement rentre... C'est un euphémisme, rentre dans la liberté des cultes et relève donc pour le Conseil d'État du travail du législateur. Et donc peut-être qu'on pourra un jour faire évoluer les choses. Et j'étais très sensible à vos propos, Monsieur le procureur général, sur le fait que les bêtes d'abattoir, ce sont des millions de bêtes qui sont abattues et qui ont le droit à être abattues dans des conditions convenable, sans étourdissement. Avec étourdissement, oui, pardon, mais tout le monde a compris. Personne n'a... Bon. Le respect de l'état de droit, c'est l'objet de nos contentieux actuels. Parce qu'il ne suffit plus pas de consentir des autorisations pour le fonctionnement, pour l'ouverture d'abattoirs sans étourdissement. Hein. Encore faut-il que l'on connaisse, que le citoyen... et l'usager, in fine, connaissent les conditions dans lesquelles ces autorisations sont accordées et sont pérennisées. C'est un problème administratif. Et donc nous, on n'entre pas clandestinement dans les abattoirs. On cherche à entrer dans les préfectures et les ministères, dans le bureau du culte, au ministère de l'Intérieur, et au ministère de l'Agriculture, la protection animale. Et on y entre correctement, mais habillé... par la défense, convaincus de la défense de l'état de droit. Et nous espérons que les préfets qui ont leur raison sous équipement en matière de ressources humaines, prudence vis-à-vis, que l'on connaît bien, vis-à-vis de la question des confessions musulmanes et juives, prudence parce que c'est des sujets qu'il ne faut surtout pas aborder, mais aussi, je le répète, ressources humaines parfois insuffisantes, eh bien nous demandons à ce que cette administration fonctionne et on demande au juge administratif de sanctionner ces dysfonctionnements. Voilà ce que je voulais dire. Donc nous allons passer maintenant au rapport financier, qui va être malheureusement, encore une fois, extrêmement rapide, mais de toute façon, vous aurez tous les détails dans les documents que vous avez. Allez, 3 minutes. Les encaissements de l'exercice 2025 s'élèvent à 3 825 294 euros contre 2 470 574 euros en 2024, soit une hausse des encaissements de 1 354 720 euros. Les décaissements de l'exercice 2025 s'élèvent à 2 678 714 euros contre 2 461 600 euros en 2024, soit une hausse des décaissements de 217 114 euros. La trésorerie de l'OABA, en raison de l'excédent des encaissements sur les décaissements, se trouve ainsi augmentée de 1 151 749 euros. Elle passe de 4 458 5 euros au 31 décembre 2024 à 5 609 754 euros au 31 décembre 2025. On va vous expliquer pourquoi il y a cette hausse. Les produits d'exploitation en 2025 sont en hausse de 100%, enfin 100,14% par rapport à l'année précédente. 3 354 109 euros contre 1 675 827 euros en 2024. Cela s'explique principalement par une hausse de 60,37% des legs et assurances-vie, certes, 1 175 142 euros contre 732 747 euros en 2024.
mais aussi une très forte hausse des dommages et intérêts. Nous sommes passés effectivement de 54 688 euros en 2024 à 1 9 022 euros. La majorité de cette somme concerne un seul dossier ayant entraîné le retrait de près de 800 bovins, dont Frédéric vous a parlé tout à l'heure, dans le nord de la France en novembre 2025. L'importance de nos produits d'exploitation doit donc être très relativisée car ils incluent une somme de 1 182 158 euros actuellement consignés dans le cadre des procédures judiciaires. Ces sommes perçues après décision de justice sont en attente de jugement définitif, confiscation ou restitution. Elles ne nous appartiennent pas définitivement, mais impactent fortement le résultat de l'exercice. Entre la comptabilité et la réalité de la possession, il y a un écart. La générosité de nos adhérents et donateurs, ainsi que les dispositions testamentaires prises en faveur de l'OABA permettent de financer nos actions. Les legs et assurances vie représentent plus de 66,9% de nos produits. Ils sont bien sûr indispensables pour nous permettre de poursuivre notre activité. Les charges d'exploitation sont en hausse de 14% par rapport à l'année précédente en 2025. 2 624 463 euros contre 2 301 346 euros en 2024, ce qui est en relation avec les nombreux retraits et procédures judiciaires. Plus de 2700 animaux nous ont été confiés en 2025 et 600 animaux composent le troupeau du bonheur. Les frais de procédure, de retrait d'animaux et d'entretien des animaux qui composent notre troupeau du bonheur représentent 69% de nos dépenses. Ils comprennent les frais de transport, les frais d'hébergement des animaux, les frais vétérinaires, les honoraires d'avocats et une partie des salaires et taxes des salariés de l'OABA en charge des sauvetages et du suivi du troupeau du bonheur. Nous avons ajusté tout au long de l'année nos dépenses à nos recettes. Notre résultat final est excédentaire à hauteur de 817 385 euros, somme consignée incluse. L'OABA, pour mener à bien l'ensemble de ses missions qui s'inscrivent dans la durée, comme le suivi des animaux de notre troupeau du bonheur, a constitué une épargne pour faire face aux aléas économiques et aux variations de nos recettes d'une année à l'autre. C'est grâce à cette réserve que nous pouvons ajuster notre trésorerie et compenser les dépenses. Il est à noter que cette trésorerie représente seulement 2 années de dépenses, charges d'exploitation, ce qui reste peu par rapport à la plupart des associations reconnues d'utilité publique dans ce domaine. Nous remercions M. Patrick Cavana, expert comptable, pour l'analyse de nos comptes, et M. Rag Soudian, commissaire aux comptes, pour la société Hermesian Partners, qui nous a adressé son rapport certifiant les comptes de l'OABA, clos le 31 décembre 2025. Nous remercions également l'ensemble de nos personnels, plus particulièrement Mme Yvonne Enga, en charge de notre service comptabilité, pour leur collaboration précieuse et leur dévouement. Merci beaucoup pour votre écoute. Donc tout le monde l'a compris, la trésorerie de l'OABA, c'est un équilibre de funambule, n'est-ce pas, voilà. Mais ce qui compte, c'est qu'on puisse toujours s'assurer pour les animaux dont on a la charge au troupeau du bonheur, d'avoir quand même un petit oreiller, je ne peux pas parler de matelas, mais oreiller, qui nous permettent de dire, bon, on va traverser la crise, s'il y en a une, de quelques mois, les animaux, eux, continueront à manger. On va donc voter pour le rapport financier présenté par Laurent de manière très synthétique, mais merci à lui parce que ça représente des heures de travail en amont, bien évidemment. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons laisser maintenant la parole pendant quelques minutes au commissaire aux comptes qui est en charge, bien évidemment, de vérifier toute la comptabilité de l'association. Merci. Bonjour. Bonjour à tous. Alors je vais commencer par la fin. Nous certifions les comptes annuels de l'OABA. Plus de suspense. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que suite au travail des fois fastidieux et en tout cas régulier et précis des comptables et de l'équipe financière qui a travaillé sur l'OABA, sur chaque opération qui a été engagée, nous avons fait des sondages et que nous n'avons pas décelé d'erreurs qui soient assez significatives pour biaiser votre jugement. Ça, c'est une première de nos responsabilités. Ensuite, nous avons contrôlé minutieusement les chiffres qui vous ont été présentés aujourd'hui pour, de la même manière, que l'information financière qui vous est adressée soit la bonne.
Nous avons aussi la mission de revoir les documents juridiques, toutes les règles qui sont inscrites dans les statuts de l'association et qui doivent être respectées au quotidien. Je voulais aussi rappeler que nous avons une mission permanente, c'est-à-dire que nous sommes à disposition de l'équipe dirigeante tout au long de l'année sur tous les sujets qui pourraient intéresser l'équipe dirigeante sur la comptabilité ou les sujets juridiques, sans toutefois empiéter sur le travail de mon confrère expert comptable qui, lui, a la responsabilité de la tenue des livres comptables tout au long de l'année. J'espère que j'ai parlé en français et non pas en expert comptable. Point très important, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est que l'association soit gérée ce qu'on appelle en bon père de famille. On a perçu des sommes pour lesquelles il y a un risque de restitution. Eh bien, à minima, on ne les dépense pas. Voilà, ça c'est un exemple très clair et très impactant de gestion en bon père de famille. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a aussi une responsabilité, c'est de veiller à ce que les travaux quotidiens qui sont réalisés par l'équipe de l'association soient conformes à son objet social, à ses engagements. Et là, je voulais vous parler de valeurs, parce qu'aujourd'hui, j'anime un cabinet de, je dirais à peu près d'une centaine de personnes. Et de plus en plus, aujourd'hui, les jeunes ou même les moins jeunes, sont à la recherche de valeurs. Pourquoi ils se lèvent les matins ? Pourquoi ils font ce travail ? C'est quelque chose qui est vraiment très présent aujourd'hui, en tout cas dans mon environnement. Grâce à l'OABA, grâce à d'autres associations de ce type, desquelles on est commissaire aux comptes, on arrive, nous aussi, à avoir des valeurs fortes, j'ai envie de dire humanistes, et tournées vers le bien-être, certes animal, mais un bien-être important. Donc voilà, c'est aussi être commissaire aux comptes de l'OABA, c'est aussi se retrouver dans des valeurs et de les partager avec mes collègues. Et je voulais remercier l'OABA pour son travail et vous dire que j'étais fier d'être le commissaire aux comptes de l'association. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc nous allons procéder pareil au vote, c'est-à-dire concernant le rapport du commissaire aux comptes, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Bien, merci beaucoup. Donc à l'unanimité, ce rapport est bien sûr validé et accepté. Je vous remercie. Donc vous voyez qu'il y a aussi un travail donc énorme de souris qui est effectué et qui montre toute la transparence de l'OABA et qui continuera à exister. Et d'ailleurs, les comptes, sauf erreur de ma part, sont publiés ouais, et adressés au ministère de l'Intérieur pour justifier en fait de nos dépenses et de nos rentrées. Dernier point, juste avant, encore quelques minutes, 2 minutes d'attente, et après nous pourrons passer au verre de l'amitié. Nous allons passer aux élections des membres du conseil d'administration qui, je le rappelle, sont tous bénévoles, toutes et tous bénévoles. La première élection concerne en fait quelqu'un que vous connaissez puisqu'il est actuellement sur le bureau pas loin de nous, c'est Laurent. Bon, je vous présente plus Laurent, vous savez qu'il est conseiller en gestion patrimoine et qui gère toute la partie financière au sein de l'OABA. Je ne vous dis pas que Laurent est membre depuis 2011 et qu'il est trésorier depuis 2012. Par contre, je vous pose la question parce que nous allons procéder à sa réélection. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Félicitations Laurent. Et je préciserai juste que Laurent est toujours disponible les week-ends juste avant les AG, c'est-à-dire les week-ends du mois de mai, parce que vous imaginez bien que le timing commence à s'accélérer et qu'on a besoin de ses compétences à ce moment-là. Merci Laurent, sincèrement. Deuxième élection d'une personne qui malheureusement n'est pas présente aujourd'hui, et vous remarquerez que c'est la première fois, je pense, qu'elle n'est pas présente au sein d'une assemblée générale, parce que pour raison médicale, malheureusement, elle a eu une fracture du col du fémur, pour ne pas le nommer, et du coup, ça a été une raison que j'ai estimée suffisante pour ne pas qu'elle vienne aujourd'hui. J'ai hésité, mais bon. Néanmoins, je propose quand même que l'on procède à son élection. Donc Danielle, comme vous le savez, elle est psychologue, membre du conseil d'administration depuis 1999 et secrétaire générale depuis 2006. Danielle, a aussi une longue implication au sein de l'OABA
Et donc, Daniel Euze proposait sa réélection. Le temps est venu, nous allons procéder là, en quelques secondes, à sa réélection, en posant les questions traditionnelles que je connais maintenant par cœur. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Alors, la dernière partie traditionnelle au sein de l'Assemblée générale de l'OABA qui va être extrêmement courte, c'est bien sûr l'intervention pour clore normalement l'Assemblée générale du ministère ou de son représentant de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Vous imaginez bien que comme chaque année, nous avons envoyé des courriers aux différents représentants jusqu'à Madame la ministre. Malheureusement, pour des raisons diverses et variées, nous avons obtenu des réponses qui ont été négatives. Nous avons obtenu des réponses. Voilà. Nous espérons, l'année prochaine, avec les élections, ça risque d'être compliqué. Donc peut-être 2028 ou 2029, nous verrons bien. C'est pas grave. Nous continuons à vouloir discuter, échanger avec les différents ministres de l'agriculture, parce que c'est les ministres de l'agriculture qui sont les ministres des animaux d'élevage, donc qui sont nos interlocuteurs principaux sur lesquels nous voulons rester en contact, même si des fois on a l'impression que c'est un petit peu en sens unique. Merci beaucoup. Merci donc à tous les adhérents, adhérentes de l'association de rester fidèles, de continuer à rester fidèles, parce que nous avons besoin aujourd'hui de vous, mais nous avons aussi besoin demain de vous. Vous l'avez compris, demain ne va pas être un jour facile. On arrive au terme de cette 65e Assemblée Générale. Merci beaucoup pour votre patience, parce que je n'ai pas vu quelqu'un sortir de la salle, même quand Jimmy a passé son TPE. Hein. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon verre de l'amitié. Et je vous dis au moins, au minimum, à l'année prochaine en présentiel. Et j'espère, via les réseaux sociaux, via Infomag et via tout le reste, à être à nos côtés. Merci beaucoup.